J'ai souvent des conversations avec mes clients au sujet de la posture, notamment quand on travaille longtemps à un bureau. Beaucoup d'entre nous ont commencé le télétravail pendant le Covid. On a passé des heures et des heures assis sur notre chaise de cuisine, devant notre laptop, et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas l'idéal. Alors certains ont investi dans un bon setup avec une chaise de bureau qui coûte parfois plusieurs milliers d'euros, mais qui est bien ergonomique. Certains ont acheté, comme moi, des bureaux assis debout et ils sont... En tout cas, le mien reste en position assise la plupart du temps, la grande majorité du temps. Où on a aussi certains d'entre nous qui travaillons dans le domaine corporate, des fois des ergothérapeutes qui viennent nous expliquer comment nous asseoir correctement. Et je pense qu'il y a plein de mythes et de misconceptions, de mauvaises conceptions. Si ça se dit, misconceptions peut-être. Bref, d'idées reçues, voilà, sur la posture et sur cette idée de posture parfaite, parce que j'ai donc souvent ces conversations avec des gens qui me disent qu'ils s'assoient mal, qui sentent qu'ils ont les épaules qui tombent, mais qui ont beaucoup de mal, à se tenir droit toute la journée, et de façon complètement légitime, à raison, c'est normal, c'est difficile de se tenir droit, d'avoir une posture entre guillemets parfaite toute la journée. Donc l'idée de cet épisode, ça va être de démystifier ces idées reçues et d'offrir une nouvelle perspective sur ce que c'est d'avoir une bonne posture et de travailler avec une bonne posture à son bureau. Donc on va déjà commencer par déconstruire un peu ces conseils, les conseils qu'on peut avoir vus sur la posture. Les conseils au sujet de la posture parfaite qu'on a parfois entendu, qu'on a souvent entendu, des injonctions qui sont très classiques, de se tenir droit, de tirer les épaules vers l'arrière, peut-être même de rentrer le ventre, de sortir la poitrine, de bomber la poitrine. C'est des commandements posturaux qui font partie de notre patrimoine éducatif depuis longtemps, peut-être davantage à ma vieille époque, même à l'époque de nos parents, où c'était très important, notamment de se tenir à table et d'être droit en fonction de l'éducation que vous avez reçue, bien sûr. Mais je sais que j'ai beaucoup entendu mes grands-parents faire ce genre d'injonction au sujet de la posture. Et il y a toute une histoire en fait derrière ça je vais pas y passer des heures, mais il y a quand même vraiment toute une influence militaire déjà de cette posture au garde à vous qui a longtemps été considérée comme un idéal de rectitude morale et physique. C'est l'idée vraiment de se tenir droit. Il y a des codes sociaux d'une époque où il fallait, si on se tenait avec une posture rigide, c'était qu'on était respectable, qu'on avait un bon statut social. Il y a eu toute une esthétique aussi au XXe siècle autour des canons de beauté qui se tenaient droits, qui avaient une silhouette droite et fière. Et puis aussi, et c'est peut-être davantage mon domaine ici, mais vraiment une méconnaissance de la biomécanique de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a cru qu'une colonne vertébrale droite, c'était une colonne vertébrale saine. Or, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas. Parce que demander à quelqu'un d'avoir une colonne vertébrale droite, complètement rigide droite et rigide, c'est comme un peu de demander à une rivière de couler en ligne droite. C'est-à-dire que c'est pas naturel. C'est pas du tout naturel. Et notre colonne vertébrale, si on se la visualise, si j'y pense, si j'oublie pas, je mettrai peut-être une image ici pour la version vidéo du podcast. Mais notre colonne vertébrale, vous pouvez la visualiser même de toute façon sur vous, elle possède naturellement 4 courbures qui sont physiologiques, qui est des courbures naturelles dans la colonne vertébrale. Vous pouvez voir la première courbe qui est au niveau du cou, ça s'appelle une lordose quand ça rentre vers l'intérieur comme une cambrure. Donc le cou rentre un petit peu, la colonne vertébrale se rentre vers l'intérieur du corps. Puis on a une syphose qui est exactement l'inverse, donc c'est cette arrondie dans le haut du dos. Puis ça revient en lordose dans cette cambrure au niveau des lombaires, et
à nouveau, ça revient en syphose vers le bout de la colonne vertébrale, au niveau du bassin, au niveau du sacrum et du coccyx, donc vraiment du haut du bassin, ça s'arrondit à nouveau. Et ces courbures, ce sont pas des défauts à corriger pour avoir une colonne vertébrale bien droite, mais ce sont au contraire des merveilles d'ingénierie naturelle qui permettent d'absorber les chocs et de répartir les forces qui challenge la colonne vertébrale tout le temps, quand on marche, quand on saute, quand on vit, tout simplement. Ça permet vraiment d'absorber les chocs. Et puis, entre chacune de nos vertèbres, on a un petit coussin pour, encore une fois, absorber les chocs. Et tout ça s'articule en mouvement de façon vraiment très, très belle, très, 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 très merveilleuse, presque magique, en fait. Et le piège qu'on peut retrouver quand on essaye d'avoir une bonne posture, quand on essaye de se tenir droit et rigide, c'est que on va activer en permanence ou de façon longue durée, en tout cas, certains muscles qui devraient pouvoir se reposer, en fait, et qui ne sont pas censés être tenus, contractés pendant longtemps. C'est comme si vous essayez de maintenir un sourire forcé, par exemple, pendant des heures. C'est complètement épuisant, c'est contre nature et ça ne fonctionne pas. Le corps est toujours en mouvement et il y a toujours cette idée de changement, en fait. Le corps réclame toujours du mouvement, du changement dans ses postures, dans ses mouvements pour maintenir l'hydratation et maintenir le bon déroulement, en fait, de ses fonctions. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je donne des cours de yoga et que au début on va avoir ce moment où on est assis en méditation ou juste pour quelques minutes de respiration pour se recentrer. Et je vais souvent indiquer à mes élèves de se redresser, effectivement, de se tenir droit pour ne pas être en position avachie et ne pas comprimer pas la colonne vertébrale, la cage thoracique. Mais donc je leur demande de se tenir droit, mais sans rigidité, sans essayer de vraiment se tenir de façon presque militaire, au garde à vous, ce qui est souvent le réflexe que je vois d'ailleurs chez les élèves avec qui je commence à travailler, c'est de se tenir de façon vraiment très droite, très rigide, pour aller à l'extrême inverse de cet avachissement qu'on a parfois un peu naturellement, complètement naturellement même. Et l'idée, ça va être de trouver ce juste milieu, en fait, où on se tient de façon un peu droite, un peu redressée, effectivement, mais sans sentir le dos qui se contracte, sans sentir un effort, une crispation qui apparaît dans le corps et qui est pas du tout productive, finalement. Donc, les conséquences physiologiques maintenant de cette posture droite qu'on va essayer de maintenir pendant qu'on travaille, ça va être donc une tension musculaire excessive. Les muscles extenseurs du dos, les rhomboïdes, les trapèzes, donc c'est tous les muscles à l'arrière du dos, ils vont se tendre, se contracter en permanence, et c'est pas quelque chose qu'ils ont particulièrement l'habitude de faire. C'est quelque chose de bon de les contracter, de les renforcer, mais de façon plus intentionnelle, par exemple pendant une séance de yoga où on va essayer de les renforcer, mais ça va être des contractions qui sont temporaires, qui sont le temps d'un exercice où on va les fatiguer un peu, les challenger pour qu'ils se renforcent, pour qu'ils nous soutiennent mieux justement naturellement au quotidien quand on va travailler, quand on est dans des postures assises, debout, peu importe. Mais du coup, c'est quelque chose de très intentionnel et de très temporaire. Mais d'essayer de les contracter à longueur de journée pour s'asseoir droit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et c'est contre-productif. On va également avoir une restriction respiratoire. En fait, le thorax va se figer et ça va limiter l'expansion naturelle des côtes et la respiration diaphragmatique, qui est la respiration la plus optimale, on va dire, respiration profonde, efficace et bénéfique pour notre santé et surtout non pas surtout, et aussi pour notre régulation de notre niveau de stress. Donc on veut pouvoir avoir cette souplesse, cette absence de rigidité, cette fluidité dans le corps, dans notre posture, pour pouvoir respirer efficacement et pour du coup avoir un système nerveux en bonne santé.
Il va y avoir également une rigidification des articulations, puisque forcément, quand on manque de variation de mouvement, les articulations perdent leur mobilité naturelle. Donc c'est pareil, on ne peut pas rester en posture figée, que ce soit d'ailleurs redressé ou avachi. On veut bouger en fait au fur et à mesure de notre journée. On veut introduire plus de mouvement pour dénouer les articulations. Et bien sûr, ça va créer de la fatigue aussi, et ça va, le fait de maintenir un effort constant pour maintenir cette posture idéale, ça va épuiser l'organisme, ça va être quelque chose qui va créer de la fatigue dans notre organisme. Donc, si vous imaginez, c'est pour caricaturer un peu, mais si vous imaginez marcher dans la rue avec cette posture droite et figée, avec les épaules tirées en arrière, la poitrine bombée, vous remarquez que vous pouvez même essayer, si vous avez envie, là tout de suite, de faire quelques pas avec cette posture figée. Vous allez remarquer que vous allez perdre en fluidité naturelle dans la démarche. Le corps devient rigide, la respiration se raccourcit, et on paraît moins gracieux qu'en marchant naturellement, quand on laisse le corps faire les mouvements qu'il a l'intelligence naturelle de faire, en fait. Et ça va être un peu, comme dit, c'est un exemple un petit peu exagéré, l'idée de marcher comme ça, mais c'est pareil en fait quand on est assis, puisque notre corps n'est jamais complètement immobile, on est toujours un peu en mouvement, on tape sur le clavier, on va chercher un dossier, on ajuste notre caméra, je sais pas, on va chercher un verre d'eau, on se retourne, on fait toujours des petits mouvements, et c'est exactement et on veut éviter justement de cultiver donc cette rigidité. Je me répète, mais c'est vraiment pour que vous compreniez l'importance de se débarrasser de ce mythe de la posture parfaite, droite, rigide, qui est à l'inverse de ce que notre corps a naturellement envie de faire. Et comprendre l'intelligence du corps aussi, l'intelligence innée de votre corps quant à sa posture, quant à la posture qui est la plus confortable pour lui. Ça veut pas dire que votre corps a toujours raison, dans le sens où ça veut pas dire que être avachi, si vous avez envie d'être avachi tout le temps, c'est la bonne solution. C'est pas ça non plus, mais je vais y revenir. Donc voilà. Je pourrais continuer un peu comme ça en expliquant les déséquilibres qui peuvent être créés par le fait de forcer le corps dans une position artificielle, parce que forcément d'autres muscles vont commencer à compenser quand certains muscles vont fatiguer, et ça va créer des tensions. Par exemple, si les épaules sont constamment tirées vers l'arrière, les muscles de la nuque vont commencer à se fatiguer également. Si on a la poitrine bombée, vous remarquez peut-être, si vous essayez de bomber la poitrine, que vous allez avoir une cambrure excessive au niveau des lombaires, qui peuvent donc créer des douleurs. Si on a le ventre rentré, parce qu'on essaye de se tenir bien droit, comme je disais, la respiration, le diaphragme va être limité dans ses mouvements, donc la respiration va être très haute dans la cage thoracique, et ça va créer du stress parce que une respiration haute et comprimée, le corps le comprend comme une situation de stress, et va agir en fonction. Donc l'importance dans tout ça, c'est de comprendre l'adaptabilité inhérente du corps, naturelle, innée du corps, et la nature dynamique du mouvement, et l'importance de toujours promouvoir en soi le mouvement. Le corps est une merveille d'adaptation. Notre organisme est conçu pour s'adapter en permanence à son environnement. Chaque seconde, il y a des milliers de micro-ajustements qui se font à travers le corps pour nous tenir en équilibre quand on marche ou quand on se tient en équilibre si on fait la posture de l'arbre, par exemple. Et c'est toujours quelque chose de très très intéressant à voir. Si vous faites du yoga, et vous devriez, faites du yoga.
Mais si vous faites du yoga, la prochaine fois que vous faites un guerrier 3 ou un arbre, donc une posture où vous tenez sur une seule jambe, prenez un moment pour regarder votre pied, votre pied, votre cheville, et vous allez voir que vous le faites pas consciemment, mais il y a des milliers, des centaines de micro-ajustements qui se font dans le pied pour vous tenir en équilibre. Et c'est toujours quelque chose, bon, je suis une grosse nerd de ça, hein, mais je trouve que c'est toujours hyper fascinant à voir, de voir tous les petits muscles autour de la cheville et du pied qui se contractent, qui se relâchent, qui s'ajustent pour nous tenir en équilibre. Et ça montre vraiment à quel point le corps est formidable et bien agencé, et on est capable de tellement de choses sans même s'en rendre compte. Donc toujours bien de se rappeler de ça et d'avoir cette gratitude pour son corps. Donc, comme je disais, voilà, le corps fait des micro-ajustements pour maintenir notre équilibre, pour optimiser l'effort aussi, parce que le corps est toujours partisan du moindre effort. Et ça, on s'en rend compte aussi assez rapidement quand on fait du yoga. C'est que c'est difficile de tenir les postures dans un bon alignement, parce que on doit vraiment le faire de façon consciente, parce que le corps va toujours chercher à faire le moins d'efforts possible, à conserver son énergie. Et c'est normal, c'est quelque chose qui nous vient de toujours, en fait. Le corps cherche à conserver le plus possible l'énergie. Et donc, il va essayer d'optimiser l'effort en permanence. Il va répondre bien sûr aux variations du terrain. Si on marche sur un sol qui est complètement plat, sur du béton, ça va être complètement différent que quand on marche en forêt, donc il va s'ajuster. Et puis le corps s'ajuste également, s'adapte aussi à nos émotions, à notre état mental. On le voit quand on a beaucoup de stress, qu'on est triste, on n'a pas la même posture, on n'a pas la même posture que quand on est d'humeur guillerette et confiante. Donc pourquoi je vous parle de ça et de tous ces ajustements, c'est parce que la posture, c'est quelque chose de dynamique. De façon inhérente, c'est quelque chose de dynamique, quelque chose une danse constante entre stabilité, et mobilité, entre tension musculaire, contraction, et entre relâchement. Et tous nos muscles sont constamment en train de soit se contracter, soit se relâcher pour s'adapter à ce qu'on fait. Et c'est aussi un concept dont j'ai parlé plein de fois, et que j'espère vraiment réussir à planter cette graine à l'intérieur de votre tête. C'est que le corps s'adapte à ce qu'on fait le plus souvent, pas à ce qu'on fait de façon la plus intensive, mais à ce qu'on fait le plus souvent, à ce qu'on fait tous les jours. Et c'est pour ça aussi que je vous dis toujours que ma devise, c'est le un peu souvent, parce que quand on fait un peu de yoga, un peu d'étirement, un peu de renforcement, un petit peu tous les jours, c'est vraiment comme ça qu'on a ces adaptations qui se font au niveau du corps, au niveau des tissus, et ce qui nous assure une longévité en bonne santé. Finalement, plutôt que de faire une séance de sport super intensive une fois toutes les semaines, toutes les 10 jours ou tous les 3 mois, ça sert beaucoup moins que d'en faire un tout petit peu tous les jours. Et comme je sais que vous avez des emplois du temps déjà bien chargés, que vous avez une vie bien active, ça tombe tellement bien, ça tombe super bien, parce qu'on n'a pas besoin d'en faire beaucoup, mais on a besoin d'en faire souvent, régulièrement. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que je fais toutes ces aujourd'hui ce podcast, mais c'est pour ça aussi que sur ma chaîne, je fais des vidéos qui font en général une dizaine de minutes, parce que si vous pouvez caler ces vidéos de 8-12 minutes tous les jours, et ça se fait beaucoup plus facilement qu'une vidéo d'1 heure, forcément, et ben vous allez avoir les bienfaits sur votre corps. Voilà. Et excusez-moi, je regarde un petit peu mes notes, parce que je veux vraiment aborder tous les trucs qui sont importants, mais je pense que j'ai quand même bien déjà insisté sur les points les plus fondamentaux. Mais voilà, donc l'importance de la fluidité. J'avais mis des notes pour
D'autres exemples, par exemple sur les félins. Si mon petit chat aujourd'hui est en train est chez le vétérinaire en train de subir une endoscopie, donc j'essaye aussi de faire ce podcast pour ne pas penser à ça, mais évidemment j'avais mis un exemple sur les chats. Donc si vous avez déjà vu un chat se mouvoir, et vous avez forcément déjà vu un chat se mouvoir puisque vous êtes sur internet, vous voyez que sa posture change constamment, et c'est aussi magnifique à voir. On voit les chats sont gracieux, sont majestueux la plupart du temps en tout cas, et on voit à quel point on peut voir vraiment en mouvement, en real life, les muscles qui s'adaptent, qui changent, et la posture qui change constamment pour qu'il puisse toujours se mouvoir justement avec grâce, avec fluidité, et à garder un équilibre parfait et une réponse immédiate aussi de ses muscles quand il a besoin de bondir sur quelque chose, genre sur mon chinchilla. Ou bien les danseurs aussi, les danseurs et la fluidité, l'adaptabilité dans leur mouvement, dans leur posture, ou si vous aimez les arts martiaux, ça se voit aussi assez de façon super belle, de la fluidité et le contrôle dans chacun des mouvements, cette capacité à pouvoir passer d'un état de relâchement à un état de tonicité dans les muscles, c'est ce qui fait que ils ont une telle grâce dans leurs mouvements, et c'est ce qui fait qu'ils ont aussi un athlétisme certain en fait. Donc sans nécessairement parler de danseurs ou de sportifs professionnels, mais on peut aussi, ou même d'une autre espèce avec le chat, mais on peut aussi se repenser à quand on était enfant en fait. Quand on était enfant, on avait naturellement une intelligence posturale qui fait que on s'asseyait, on se relevait, on se courait, et on pensait jamais à notre posture, on se disait jamais qu'il fallait qu'on se tienne, à part si nos grands-parents nous le disaient, mais qu'on ait une posture bien droite. Quand on était assis et qu'on se sentait pas à l'aise, on changeait de posture, tout simplement, on bougeait naturellement, on savait, notre corps savait déjà quand on était enfant guider nos mouvements et notre posture, et c'était pas une spontanéité qui relevait de la négligence, mais l'expression vraiment de notre intelligence corporelle. Et quelque chose qu'on a peut-être oublié en grandissant avec le temps, parce que on bouge pas assez en fait, tout simplement parce que on est figé devant notre bureau, devant notre laptop, on est figé sur notre téléphone, on est figé dans notre voiture, dans les transports, on reste assis pendant des heures et des heures et des heures tous les jours, et on perd de cette intelligence posturale parce qu'on est juste bloqué dans une posture. Or, ce que je promeux aujourd'hui avec cette vidéo, c'est vraiment le retour au mouvement un peu plus et le regain de cette intelligence posturale. Et voilà. Donc tout ça pour dire que le mythe de la posture parfaite nous a fait perdre de vue cette vérité fondamentale qui est que le corps sait naturellement ce qu'il fait. En cherchant à le contrôler avec cette posture rigide, on perturbe cette intelligence innée, et on la perturbe également, comme je disais, en adoptant une posture fixe, en bougeant de moins en moins. Et la vraie bonne posture, c'est pas une posture figée, et c'est pas d'être assis avec le dos droit, les bras à 90 degrés, les épaules tombantes, etc. C'est pas ça la vraie bonne posture. C'est une qualité d'écoute, de fluidité et d'adaptation permanente à ce qu'on vit dans l'instant présent finalement. Et il y a une maxime ergonomique que j'ai vue en faisant mes recherches pour cet épisode, qui est que la meilleure posture est la prochaine posture. Et c'est cette idée de garder donc cette fluidité, cette adaptabilité, et de se dire que bah oui, notre corps sait dans quelle posture il a envie d'être maintenant, et dans quelle posture il aura envie d'être dans un instant, dans quelle posture quelle posture il nous invite à adopter en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait ça, et une fois qu'on a compris tout ça? On veut faire des micro-pauses, on veut faire des mouvements doux à travers, au fur et à mesure de notre journée. On veut être à l'écoute de son corps et trouver un alignement qui soit sans effort. Donc,
En yoga, on parle Iyengar, qui est un des grands maîtres du yoga, invité à adopter les postures avec effortless effort, donc un effort sans effort, vraiment, le fait de tenir une posture, d'habiter cette posture et de la faire intentionnellement. Je pense au Guerrier 2 en particulier, parce que je sais plus pourquoi, mais je crois qu'on m'en a parlé quand j'étais dans cette posture. Mais cette idée de voilà, on est par exemple dans la posture du Guerrier 2 avec les bras étirés sur les côtés, avec une jambe pliée, etc. Et on recherche, c'est pas une posture qui est facile à tenir dans le temps, donc il y a une activation dans les muscles certes, mais on essaye aussi de cultiver ce relâchement dans les muscles, de ne contracter que les muscles qui ont besoin de l'être et de relâcher les autres et de ne pas avoir de rigidité dans notre posture. Et donc la pratique du yoga thérapeutique nous entraîne à ça finalement. Elle nous reconnecte à cette intelligence émotionnelle non, à cette intelligence corporelle, émotionnelle aussi, mais c'est le sujet d'un autre podcast, je pense. Et en tout cas, elle nous apprend à retrouver cet équilibre entre l'effort et le relâchement et la stabilité, la mobilité, etc. et tout ce dont on a parlé dans cet épisode. Donc voilà, la vraie bonne posture, c'est la posture qui est confortable, c'est la posture qui est adaptée à ce qu'on est en train de faire, et surtout c'est une posture qui est toujours mouvante, qui est pas un idéal rigide du dos bien droit. Alors je vous encourage bien sûr à faire du yoga, pour vous reconnecter à cette intelligence corporelle. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez voir qu'il y a un petit j'ai maintenant un écran de fin sur mes vidéos YouTube, et je vais vous inviter à télécharger un mini programme de 7 jours qui est complètement gratuit et qui reprend justement des mini séances que vous pouvez caler. Donc c'est un programme de 7 jours, mais si vous n'avez pas du temps tous les jours dans les 7 prochains jours, bah c'est pas grave, vous passez un jour et vous le refaites, vous faites cette séance le lendemain. On veut pas ici aussi de rigidité dans notre pratique, mais on veut de la régularité, et ça c'est certain. Donc du mouvement. Donc, je vous invite à télécharger déjà ce programme, et on retrouve du mouvement dans notre quotidien. On reste à l'écoute de notre corps, et voilà. Et on se rappelle régulièrement que notre bonne posture, c'est celle qui nous permet de respirer librement, de nous sentir à l'aise dans notre corps. C'est pas un idéal rigide, figé dans le temps. Et voilà, on bouge plus, on prend soin de soi. Et si vous voulez plus de détails, si vous avez des questions, si vous aimeriez qu'on travaille en tête à tête, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire de cette vidéo, soit via mon profil Instagram Yoga avec Clem, ou comment, mon site internet yogawithclem.com. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine.